Bien, bah, écoutez, merci. Bonjour, merci à vous d'être fidèles comme hier à la rencontre. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir ce matin à 9 h monsieur Mathias Bernard, qui est professeur d'histoire contemporaine et président de l'Université Clermont d'Auvergne. Et donc, c'est un lieu par excellence de la transmission. Donc, je lui laisse la parole pour une demi-heure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc en effet, hein, le titre de cette communication a été formulé sous la forme d'une question. L'université au lieu de la transmission. Et je crois en effet qu'il est important de conserver ce mode interrogatif. Alors non pas sur le fait que l'université soit un lieu de transmission, puisqu'effectivement, chacun le sait, l'université se définit d'abord et depuis l'origine comme un lieu de formation, un lieu d'enseignement, donc par nature, évidemment, un lieu qui transmet un certain nombre de connaissances, de méthodes, je dirais, acquises par des plus anciens en direction des plus jeunes. Donc on est bien effectivement dans une logique de transmission. Mais je dirais l'interrogation, elle porte plutôt, me semble-t-il, sur la notion de haut lieu. Là, alors, le fait que l'université soit un haut lieu de transmission peut sembler naturel, tomber un peu sous le sens, dans la mesure où l'université, en tant qu'établissement supérieur, d'enseignement supérieur, dispense les diplômes et les formations au niveau le plus élevé. Mais, donc ça, bien entendu, si on considère le mot haut lieu sous cette forme-là, mais c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger sur le fait que l'université, à travers les périodes, à travers les époques, a été un lieu privilégié de la transmission. Je pense que c'est là-dessus qui me semble intéressant de lancer la discussion. Alors je le ferai effectivement en deux temps, puisque comme vous l'avez rappelé, je suis à la fois historien et président d'université. Donc, dans un premier temps, je proposerai un rapide parcours historique, justement pour voir comment justement l'université a pensé son rôle, ses missions, depuis la création du modèle universitaire au Moyen-Âge jusqu'à, on va dire, à nos jours. Donc, voilà un petit parcours historique pour voir justement que cette question de la transmission a été pensée de façon différentes selon les périodes. Et puis, dans un deuxième temps, j'interviendrai davantage comme président d'université pour lancer quelques pistes de réflexion sur ce qu'aujourd'hui, en quelque sorte, comment aujourd'hui, en tout cas, la question de la transmission se pose à un établissement universitaire. Alors, petit parcours historique pour commencer. Je dirais le modèle, en tout cas les universités se développent au milieu du Moyen Âge, 12e, 13e siècle, dans la chrétienté occidentale. Je dirais, et le développement des universités dans l'Occident est inséparable d'un grand mouvement d'effervescence intellectuelle, culturelle, qui se situe, qui s'inscrit surtout, qui est porté surtout dans le monde, ce qu'on appelle les clercs, c'est-à-dire dans le monde religieux. Donc, on est effectivement, je dirais, les universités sont indissociables, on va dire, d'une culture religieuse, d'une transmission qui s'effectue d'abord dans des institutions religieuses. Mais elle se distingue justement, et c'est quelque chose qui est intéressant, elle se distingue du modèle de formation classique des clercs, qui étaient les écoles cathédrales, qui étaient effectivement des écoles qui avaient une finalité, je dirais presque professionnelle. Les universités donc s'inscrivent, on va dire, en complémentarité, peut-être même en opposition par rapport donc au système de formation des professionnels de la religion, pourrait-on dire, je dirais avec une vocation intellectuelle plus large. Justement, et en ne se limitant pas à l'enseignement théologique, parce que les écoles cathédrales développaient essentiellement l'enseignement théologique. Et donc, on va dire, le programme pédagogique des universités à leur origine, donc au XIIe, XIIIe siècle, c'est un programme justement qui me semble intéressant de rappeler parce que il
il fait directement référence, je dirais, comment dire, justement à la transmission, à un modèle en tout cas qu'on vient de transmettre, qui est le modèle de l'Antiquité. Donc, et la redécouverte de l'Antiquité date de bien avant la Renaissance, puisque c'est le modèle de ce qu'on appelle les arts libéraux. Et ce qu'on va enseigner dans l'université médiévale, ce sont les arts libéraux tels qu'ils ont été définis, je dirais, dans l'Antiquité gréco-romaine. Donc on est bien dans une logique de transmission d'un modèle de formation intellectuelle qui est différent, on va dire, du modèle religieux classique qui était limité, on va dire, à la théologie. Et donc, je dirais, l'enseignement universitaire va donc vraiment se déployer autour je dirais donc des 7 arts libéraux. J'insisterai peut-être là-dessus parce que c'est aussi intéressant de voir comment ça a pu construire la manière dont on enseigne à l'université. Je dirais le premier ensemble d'arts libéraux, vous savez peut-être, les arts libéraux se distinguent en 2 ensembles, le trivium et le quadrivium. Donc le trivium, c'est ce qui est, effectivement, ce sont les arts, les matières, pourrait-on dire, qui sont au cœur de ce qu'on peut appeler la pensée critique, c'est-à-dire c'est la grammaire, la dialectique et la rhétorique. C'est effectivement cet ensemble, qui est d'ailleurs très interdépendant, grammaire, dialectique et rhétorique, c'est-à-dire ce sont les arts qui permettent de penser, qui permettent d'analyser. C'est l'objet de la dialectique, c'est effectivement notamment de penser et d'analyser par la contradiction, qui est voilà, et c'est ça qui est au cœur de cette formation héritée de l'Antiquité. Et puis via la rhétorique, évidemment, qui permet de transmettre. La rhétorique, c'est l'art de transmettre. Donc, je dirais tout ce que l'on a, voilà, je dirais les résultats en quelque sorte de la pensée. Donc, on a une logique d'ailleurs. La grammaire, c'est ce qui donne les structures de la pensée. La dialectique, c'est ce qui permet de construire une connaissance par la contradiction, par l'échange. Et la rhétorique, c'est ce qui permet de la transmettre, de transmettre effectivement le fruit, on va dire, de ce savoir. Et du coup, je dirais le fait, enfin, dans la pensée antique reprise par l'université médiévale, la rhétorique, c'est ce qui permet par la transmission de transformer le savoir en sagesse. Voilà, la sagesse, c'est le savoir transmis via la rhétorique, et donc voilà, je pense que c'est un élément vraiment important. Et ce qu'il est intéressant de relever dans cette démarche j'insisterai plus sur le trivium que sur le quadrivium, ce qui est intéressant de constater, c'est que du coup, cette démarche de transmission, vous le voyez, je dirais, ce n'est pas une transmission verticale, comme ce qui pouvait exister justement dans les écoles cathédrales traditionnelles. La transmission, elle s'effectue justement par, je l'ai dit, la contradiction, c'est-à-dire par ce qu'on appelle aussi la dispute, c'est-à-dire par l'échange en quelque sorte entre, voilà, le maître et l'étudiant. C'est vraiment le savoir, il est co-construit, pourrait-on dire. Enfin, c'est évidemment pas un terme de l'époque, mais c'est quand même bien cette idée que justement, on n'est pas donc dans une logique de verticalité, mais plutôt une transmission qui peut-être même d'ailleurs, je dirais, finalement, comment dire, concerne aussi bien l'étudiant que le maître en quelque sorte. Enfin voilà, il y a une réciprocité qui me semble effectivement assez intéressante. Bon. Donc à côté du trivium sur lequel je souhaitais insister, donc on a effectivement les 4 autres arts qui sont plutôt les sciences mathématiques, quadrivium, donc arithmétique, géométrie, musique et astronomie. Bon, n'insiste pas, mais ça montre effectivement déjà que ce qui est également transmis dans l'université, donc des origines, c'est bien entendu tout un savoir scientifique dans lequel on intègre la musique, ce qui est aussi un élément intéressant, qui lui aussi est hérité bien sûr, de l'Antiquité. Ce sont des sciences qui sont constituées quasiment 20 siècles plus tôt. Donc on est bien là encore dans l'héritage, dans la transmission d'un héritage intellectuel, culturel, scientifique. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément sur lequel je souhaite insister, sur l'université médiévale. Un deuxième élément qui est important, évidemment, à relever, c'est que dès le XIIe, XIIIe siècle,
voilà, les universités occidentales ont eu à cœur d'attirer des étudiants. C'est-à-dire que l'étudiant est au cœur je dirais, de cette démarche. Elles attirent des étudiants d'ailleurs qui sont souvent des étudiants désargentés. On n'est pas sur un enseignement, je dirais, forcément réservé en tout cas aux élites sociales qui se distinguent, qui se destinent, on va dire, à d'autres types de fonctions dans la société médiévale que simplement les fonctions, on va dire, intellectuelles, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et donc là encore, donc il y a ce souci de la transmission, il est aussi très présent et il va notamment inspirer toute une série de dispositifs dont on est aujourd'hui les lointains héritiers, qui sont les dispositifs de bourse, qui sont les dispositifs de résidence universitaire. La Sorbonne, au départ, c'est effectivement un foyer d'étudiants. C'est pas un lieu d'enseignement au départ. Ce que crée Robert de Sorbon, ce sont des maisons universitaires, des maisons étudiantes, justement, qui visent alors évidemment, on n'est pas du tout dans un contexte de démocratie contemporain, mais qui vise quand même à permettre, à faciliter l'accès, justement, d'étudiants, on va dire, d'origines géographiques diverses et sociales parfois diverses, effectivement, à ce type d'enseignement. Bon. Alors, ce modèle de l'université, voilà, il va effectivement, au fil des siècles, connaître, on va dire, alors je dirais pas un déclin, mais une certaine forme de sclérose. C'est c'est quand même quelque chose qu'on peut relever. C'est-à-dire qu'on va avoir un modèle qui va quand même alors, se figer d'une part, s'institutionnaliser aussi. C'est-à-dire que, si on balaye vraiment très rapidement l'histoire des universités occidentales, notamment françaises, du 14e au 19e siècle, il y a deux phénomènes que l'on constate. C'est d'une part une prise en main par les autorités ecclésiastiques et par l'Église. Donc, du coup, on va avoir un appauvrissement de l'enseignement qui va s'y pratiquer, une sorte de normalisation de l'enseignement autour justement d'une forme finalement des missions qui étaient naguère celles des écoles cathédrales. Donc effectivement ça va être recentré, on va dire, sur la théologie, la scolastique, donc ces éléments-là, ou sur un enseignement à visée directement professionnel, le droit, mais essentiellement le droit canon, puisque effectivement ça reste sous le contrôle de l'Église, et la médecine. Donc voilà, donc discipline, donc théologie, scolastique, droit, médecine. Donc les universités deviennent un lieu plutôt de transmission d'un savoir professionnel finalement. Ça renvoie aussi à des interrogations qu'on peut avoir, beaucoup plus qu'un lieu de savoir intellectuel. Et donc ça c'est un élément important parce que ça montre que finalement, ça va conduire un certain nombre, je dirais, comment dire, ça va déboucher sur le fait que, je dirais, un certain nombre de courants intellectuels majeurs des 16e, 18e siècle vont se faire à l'extérieur de l'université. La Renaissance concerne finalement assez peu l'université, qui à ce moment-là d'ailleurs même prisonnière je dirais, des enjeux notamment des guerres de religion, et donc lorsque, notamment, François Ier veut justement créer une structure qui permette de transmettre notamment, effectivement, à la fois les valeurs, l'esprit de la Renaissance, il crée ce qui deviendra le Collège de France, à côté de l'université. Et donc on voit bien que ça se fait à l'extérieur de l'université. Bon, autre courant culturel majeur de cette période-là, le siècle des Lumières se développe complètement à l'extérieur de l'institution universitaire, qui est plutôt concentrée sur... Alors on reste dans la transmission, mais c'est une transmission, on va dire, je dirais, restrictive, qui reste justement très attachée à une forme d'orthodoxie intellectuelle, religieuse, et qui du coup, l'université va servir un petit peu d'éléments de combat contre les idées nouvelles qui sont inspirées des Lumières. Et c'est ce qui explique que la Révolution française supprime les universités. Sinon, on ne comprend pas pourquoi. Si on n'a pas cette histoire-là, on ne comprend pas pourquoi la Révolution française supprime les universités et crée
je dirais, le système des grandes écoles, en fait. Hein. Voilà, c'est parce que, justement, les universités sont vraiment associées à ce que, voilà, une sorte, effectivement, de sclérose intellectuelle, hein, je dirais, à courte vue, voilà, évidemment contrôlée par l'Église, et donc, l'enseignement nouveau, il passe par d'autres formes, par d'autres types d'institutions. Bon, le tableau est donc, vous voyez, est pessimiste hein, sur cette période-là, mais effectivement, hein, on va assister donc très rapidement hein, au 19e, 20e siècle à une renaissance de l'université hein, qui s'effectue sur différents, enfin, en différents jalons. J'ai pas le temps ici d'insister. Ce que l'on peut dire, hein, donc, bon, je vais simplement signaler les jalons. Hein, il y a d'une part la renaissance institutionnelle hein, sous l'Empire, hein, notamment à l'initiative de Napoléon Ier en 1806, avec la constitution de ce qu'on appelle l'université impériale. Et puis, progressivement, notamment sous l'influence en fait, de l'Allemagne, hein, c'est vraiment l'université allemande qui va servir désormais de modèle, je dirais, l'intégration dans l'université, en premier lieu, d'une mission de recherche. Et d'une recherche notamment dans ces sciences, hein, sciences expérimentales, sciences fondamentales aussi, hein, qui sont inséparables, hein, bien sûr, du climat intellectuel du 19e siècle. Hein, et donc, effectivement, se développe vraiment au 19e et 20e siècle la mission de recherche de l'université qui, du coup, va aussi faire évoluer, je dirais, le rapport à la transmission. C'est-à-dire que en tout cas jusqu'aux années 60, hein, 1960, l'université s'adresse donc à un public restreint d'étudiants, là pour le coup issus des élites sociales, et elle vise à transmettre à ce public d'étudiants principalement hein, les résultats de la recherche, hein, une recherche qui est en pleine construction, en pleine effervescence hein, dans les différents champs de la connaissance, afin que ces étudiants eh bien, transmettent à leur tour hein, justement les résultats de la recherche, deviennent chercheurs ou transmettent ces résultats de la recherche. C'est-à-dire qu'on est sur un système de transmission hein, sur l'université des 19e jusqu'au milieu du 20e siècle, qui est effectivement, je dirais, qui fonctionne un petit peu en cercle clos, qui est effectivement le fait que l'université va former hein, soit des chercheurs, hein, soit des enseignants, hein, puisque effectivement les diplômes qui sont délivrés hein, par l'université hein, sont effectivement permettent effectivement d'exercer hein, la profession d'enseignant. Donc on est finalement sur une institution qui transmet pour ensuite hein, que les étudiants à leur tour, hein, une fois diplômés, hein, transmettent également à d'autres élèves. Alors évidemment, hein, ce modèle hein, d'une université qui s'appuie sur la recherche pour la transmettre hein, je dirais, à des médiateurs, ce qu'on appellerait aujourd'hui des médiateurs. Ce modèle va profondément se transformer avec évidemment la massification hein, de l'enseignement supérieur, du nombre d'étudiants qui commence à partir du milieu du XXe siècle. Hein, je vois juste 3-4 chiffres. Au milieu, enfin, avant la Seconde Guerre mondiale, hein, il y avait environ en France hein, 60 000 étudiants. Hein. En 1968, il y en a 500 000. Hein, donc voilà, multiplié par 10, hein, le nombre d'étudiants entre les années 40 et la fin des années 60. Et il y en a dans les universités hein, 1,5 million à la fin du XXe siècle, ce qui est à peu près le chiffre hein, qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, ouais, vous voyez, 50 000, années 40, hein, 500 000 fin années 60, 1,5 million aujourd'hui, hein, et ce depuis les années 2000. Évidemment, ça modifie complètement la manière hein, de concevoir la transmission dans l'institution universitaire aujourd'hui. Donc j'en viens à la deuxième et dernière partie de mon propos, qui est plutôt, voilà, maintenant, aujourd'hui, à partir justement hein, finalement de cet héritage, hein, comment l'université hein, conçoit je dirais, l'acte de transmettre hein, et puis tout ce qui peut y être associé. Alors, je vous propose effectivement d'aborder hein, ces éléments de réflexion autour de 3 ou 4 questions. La première chose, effectivement, c'est la question des objectifs. Hein. Pourquoi transmettre? Et puis même voilà, ce que l'on transmet, hein, à la fois donc, les objectifs et puis le contenu.
je crois que ce qui est là aussi un petit peu l'héritage de cette histoire complexe que j'ai essayé de rappeler, c'est le fait effectivement que ce qui est en jeu dans la transmission à l'université, c'est pas simplement une transmission de connaissances ou de données ou de contenu qui serait figé. C'est bien sûr un élément, mais ce n'est pas le seul. Ce qui est au cœur de la logique de transmission à l'université, ce qui la distingue d'ailleurs d'autres types d'établissements, d'enseignement, y compris au niveau enseignement supérieur, c'est le fait que ce qui est au cœur de la transmission à l'université, c'est la méthodologie. C'est la méthode. C'est qu'on transmet une méthode scientifique, qui est effectivement adossée à l'esprit scientifique, notamment une méthodologie scientifique, une méthodologie critique, qui est quelque part l'héritière du trivium antique. C'est pas tellement nouveau. Mais bon, bien sûr, ensuite retravailler et renormaliser, bien sûr, avec toute la méthodologie scientifique du 19e et 20e siècle. Et du coup, c'est cette méthode transmise à l'étudiant qui permet ensuite à l'étudiant, puis ensuite au diplômé, de pouvoir construire sa propre connaissance. Donc être acteur de sa propre connaissance. On n'est pas effectivement sur une transmission qui est conçue sur un mode passif, mais c'est bien effectivement rendre l'étudiant et donc le diplômé capable de construire sa propre connaissance pour pouvoir ensuite la mettre en œuvre à la fois d'ailleurs dans des univers professionnels qui peuvent tout à fait être très différents et qui peuvent être évolutifs. Aujourd'hui, on sait combien, je dirais, une personne qui rentre, qui sort sur le marché du travail, sera amenée de toute façon au cours de ces 40-45 ans d'exercice professionnel, à évoluer dans des univers complètement différents, à intégrer. Donc d'où l'importance d'acquérir cette méthode issue justement de la méthode scientifique. Mais c'est aussi un élément important de l'objectif de l'université, ce savoir scientifique et critique qui est ainsi transmis doit permettre également à celui qui a été formé d'être aussi un citoyen, et un citoyen éclairé. Il y a une dimension citoyenne, civique de l'enseignement, et c'est pas bien sûr, c'est pas propre là pour le coup à l'université, c'est aussi évidemment un élément important dans la formation intellectuelle en général, mais cette dimension civique est tout à fait essentielle. Et donc, alors, si on regarde cet objectif et ce contenu, il y a bien sûr une question qui se pose aujourd'hui pour l'université, dans la transmission de ce savoir critique. Il y a une question qui se pose de positionnement dans un contexte où les médias ont fortement évolué depuis 20 ou 30 ans et ont complètement modifié le rapport à l'information, le rapport à la connaissance aussi, via les outils numériques, via effectivement les médias de l'instantanéité, qui permettent pas toujours effectivement de corriger, de vérifier les informations, et donc je dirais par rapport à cette question de la transmission universitaire dans un temps qui n'est plus celui du temps long, de la construction, réfléchir, rationaliser. Il y a une question effectivement de positionnement on va dire de l'université. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est dans une logique de résistance, que l'université joue d'ailleurs, dans la nécessité par exemple, de lutter contre les fake news, contre le complotisme, de déconstruire un petit peu effectivement, je dirais, les fausses évidences. Ou est-ce qu'on est aussi dans une logique d'adaptation, y compris dans les modes de transmission, d'adaptation à ces médias qui sont aujourd'hui entrés dans la vie de tous les jours. Et on a aussi des formes de transmission au sein de l'université qui s'adaptent aussi à ces nouveaux outils, à ces nouveaux formats, parfois au risque de la simplification, mais bon, il faut aussi être dans son temps, éviter aussi toute forme de coupure par rapport justement aux attentes globales de la société. Je donnerai un simple exemple d'adaptation réussie. C'est par exemple l'initiative qui est aujourd'hui prise depuis une quinzaine d'années, qui s'intitule « Ma thèse en 180 secondes », qui consiste à
je dirais, pour des doctorants, à présenter les résultats de leur recherche en 3 minutes top chrono. Voilà, et c'est effectivement, ensuite pour donner envie, c'est ça aussi qui est intéressant, mais aussi, voilà, c'est un support qui permet également d'être facilement déclinable, voilà, en vidéo, sur Internet, etc. Donc voilà, donc ces pastilles en quelque sorte, ces pastilles vidéo qui sont aussi un élément de transmission. Alors on est très loin. Ça peut apparaître comme très loin, bien sûr, de la méthode universitaire classique de transmission, de la pédagogie qui suppose de s'échelonner sur un temps long. Mais voilà, il y a quand même en tout cas des éléments que l'on peut malgré tout intégrer. Donc voilà un petit peu pour les objectifs. Deuxième type de question qui est soulevée par la transmission à l'université aujourd'hui, c'est la question du public. À qui transmettons justement à la fois ces savoirs et cette méthodologie scientifique et critique. Là encore, bon, une réponse immédiate, bien sûr, c'est on transmet d'abord à nos étudiants, aux étudiants qui sont en formation initiale à l'université. C'est bien sûr un enjeu essentiel, fondamental, en relation avec notamment les questions d'égalité des chances, de démocratisation de l'accès aux études supérieures. Il y a un enjeu fort, évidemment, non seulement de démocratisation, y compris en lien avec ce que l'université, ce qui est transmis à l'université peut apporter en possibilité, on va dire, d'assises sociales, d'assises professionnelles et sociales, mais c'est aussi un enjeu fort, je dirais pas seulement au niveau démocratique, au niveau républicain, compte tenu justement de ce que j'évoquais tout à l'heure, du fait que, je dirais, l'objectif de la transmission à l'université, c'est aussi de pouvoir déconstruire de fausses évidences et de pouvoir appuyer une connaissance et une pensée sur justement une méthodologie rationnelle, scientifique et critique. Bon. Donc il y a bien sûr une priorité, donc c'est une jeunesse qui soit en termes de public, qui soit la plus diversifiée possible et en relation à la fois avec donc des enjeux démocratiques et républicains au sens bien sûr large du terme. Alors, ce que l'on cherche bien sûr à faire, évidemment, et là aussi c'est une tendance récente au niveau en tout cas de l'université Clermont-Auvergne que je préside, c'est effectivement d'aller aussi au-delà de ce public. C'est-à-dire qu'effectivement le public des étudiants ou des jeunes n'est pas le seul public auquel doit s'adresser l'université dans son objectif de transmission. Il y a effectivement, parce que justement, à la fois les valeurs, les objectifs de l'université, ils concernent finalement l'ensemble du corps social. Et donc il y a la question effectivement comment l'université s'adresse à un public qui est moins captif, on va dire, que celui, bien sûr, des étudiants qui recherchent un diplôme. Donc il y a la question, évidemment, du public des salariés, on pourrait appeler la formation continue, mais une formation continue, c'est un petit peu réducteur, parce que la formation continue, on la pense souvent en relation avec l'acquisition de compétences immédiatement professionnelles, et bien sûr, c'est un élément important, mais ce n'est pas que ça, vous l'avez compris, qui est en jeu dans la transmission à l'université. Donc il y a la question des salariés, la question aussi des publics en situation de handicap. C'est aussi un travail qu'on a beaucoup engagé dans nos universités, parce qu'il y avait un vrai problème d'inégalité d'accès. Et pour vous donner les éléments au niveau de l'université, l'université clermontoise, les deux universités clermontoises à l'époque, au début des années 2000, accueillaient bon an, mal an, au maximum 150 étudiants en situation de handicap au début des années 2000. Donc aujourd'hui, l'université Clermont-Auvergne en accueille plus de 1000. Donc il y a vraiment un enjeu important, là encore, pour ne pas exclure, évidemment, par une logique quelque part presque de double peine, des étudiants en situation de handicap, effectivement, de l'accès à cette transmission. Et puis, autre initiative plus récente que l'on a aussi que l'on a prise à l'université en termes de ce qu'on appelle donc les publics empêchés, en quelque sorte, mais à laquelle il est important aussi de transmettre, y compris dans cette dimension républicaine que j'évoquais, c'est donc je dirais les publics qui sont détenus. On a aujourd'hui des actions qui sont engagées justement pour assurer la présence de l'université, d'une formation, d'une transmission en tout cas universitaire, parce qu'on ne peut pas effectivement faire une formation classique dans les centres, au sein des centres pénitentiaires notamment de Riom et de Moulins. Et puis
ultime enjeu, hein, c'est celui du grand public. Hein, et là aussi, on a une série d'initiatives. Voilà. Je conclurai, puisque j'arrive au terme hein, de cette présentation, peut-être en évoquant hein, là aussi comment aujourd'hui, par rapport justement à une forme de défiance hein, vis-à-vis à la fois des institutions, et l'université étant une institution, elle est bien sûr hein, parfois soumise hein, à une logique de défiance. Donc, à la fois, donc, dans ce contexte de défiance hein, vis-à-vis des institutions d'une part, et vis-à-vis justement aussi on va dire, d'un savoir académique, hein, un savoir construit en quelque sorte, hein, qui est celui qui est transmis à l'université, je pense qu'il est bien sûr important aujourd'hui de repenser de nouvelles formes hein, de transmission, y compris de nouvelles formes de transmission hein, avec l'ensemble du corps social et pas simplement avec je dirais les étudiants qui sont accueillis à l'université. Je crois que là, il y a aussi un enjeu important autour hein, de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences avec et pour la société, hein, les recherches participatives hein, qui impliquent potentiellement hein, dans la démarche de recherche justement les citoyens, justement pour aussi qu'à l'occasion d'un travail de recherche qui implique les citoyens, eh bien, une transmission se fasse hein, d'une manière active, et pas simplement sous la forme traditionnelle hein, de la conférence ou de la lecture hein, d'un ouvrage. Hein. Je crois qu'autour de cette logique, hein, de cette démarche de science participative, on peut renvoyer effectivement, on peut remplir hein, un objectif qui est celui de l'université, qui est celui effectivement de transmettre au plus grand nombre possible, hein, je dirais, des connaissances, hein, bien sûr, hein, mais effectivement, hein, toute cette méthodologie qui est au cœur finalement hein, de cette culture humaniste, progressiste, universaliste, dont quelque part hein, l'université est dépositaire. Et je pense effectivement cette culture hein, dont à la fois nos sociétés, hein, et je dirais dont le monde hein, a également besoin. Je vous remercie. Cet exposé particulièrement clair de l'histoire et des défis auxquels est confrontée l'université contemporaine. Donc, vous montrez à la fois les continuités et les dissemblances évidentes avec l'ancienne université. Donc, je vais donner la parole d'abord pour des commentaires éventuellement à Bernard Sluzarczyk, qui est docteur en sciences de l'éducation et ancien chef d'établissement, et aussi à Étienne Holdenov, alors qui est président ou commentateur, je ne sais pas, mais qui est surtout psychiatre et psychanalyste. Donc, et ensuite, on prendra bien sûr les questions de la salle. Tout d'abord, merci à Mathias pour cet exposé historique. C'est toujours intéressant, l'exposé historique, ça nous remet dans le contexte actuel et ça nous permet de peut-être mieux comprendre ce qui se passe dans le monde et en particulier dans l'université. Finalement, vous avez parlé de deux choses, me semble-t-il, importantes. Et depuis le départ dans l'université, un développement des compétences et aussi un développement des savoirs, de la matière pour développer ces compétences-là. Aujourd'hui, qu'en est-il de tout ça dans un contexte où, vous l'avez précisé, maintenant l'université, un des piliers, sinon le pilier central de l'université, c'est la recherche. Quelle est la place de la recherche avec les financements qui sont plutôt, me semble-t-il, considérablement en baisse dans ce domaine-là? Quelle est vraiment la place de la recherche et le lien des universités avec les grandes écoles et on voit cette concurrence qui s'est mise en place dès la Révolution, et vous l'expliquez très bien historiquement, mais qui existe toujours. Il y a toujours une concurrence entre les grandes écoles et l'université. Et comment la recherche, finalement, peut trouver sa place à l'université. Comment l'université résout cette équation qui est très compliquée, c'est-à-dire finalement donner une action dans toutes les directions, puisque vous l'avez précisé, il y a une direction au niveau des étudiants, au niveau des adultes, au niveau des personnes porteuses de handicap. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui est un chantier qui est immense, et pour autant... si l'université existe, il faut qu'elle s'appuie sur des piliers qui soient forts. Et vous l'avez précisé, ce domaine de la recherche me semble important. Alors, selon vous, comment, avec une perspective un petit peu d'avenir, comment est-ce que vous voyez ce positionnement de la recherche et ces financements nécessaires à cette recherche-là?
Alors, effectivement, ce sont des questions essentielles. Hein. Alors peut-être que je vais peut-être tout de suite évoquer une des questions que vous avez posées, qui est la relation, effectivement, la dualité hein, avec les universités, grandes écoles, hein, parce que c'est effectivement un sujet. Ce que l'on peut simplement dire hein, très rapidement là-dessus, hein, c'est que, je dirais, justement, le rapport à la recherche hein, était, je dirais, à l'origine, en quelque sorte, voilà, ce qui différenciait hein, le système des grandes écoles hein, du système des universités. C'est-à-dire que les universités étaient effectivement considérées comme un lieu de production hein, de la recherche et du coup de transmission d'une formation qui était vraiment directement issue de la recherche, alors que le modèle des grandes écoles était orienté sur une finalité plus pratique, que ce soit bien sûr les grandes écoles d'ingénieurs hein, qui sont constituées à la Révolution, tout comme d'ailleurs, par exemple, l'école normale supérieure aussi sur, je dirais, les enseignants, hein, qui constituent un petit peu le cœur hein, de la construction, on va dire, hein, du modèle républicain. Donc, on avait effectivement cette dualité entre voilà, un enseignement scientifique et académique d'un côté, un enseignement plus supérieur technique quelque part effectivement hein, qui était celui voilà à haut niveau hein, polytechnique d'ailleurs qui était celui des grandes écoles. Aujourd'hui très clairement c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs concurrence, on n'est plus dans une logique de complémentarité puisque les universités ont professionnalisé leurs enseignements hein, et du coup dans leur mission et ce d'ailleurs depuis la loi de 2007 hein, elles ont aussi une mission d'insertion professionnelle de leurs étudiants, donc on n'est plus du tout simplement sur la transmission d'un savoir qui serait déconnecté hein, des réalités du monde professionnel. Donc les universités ont professionnalisé leur formation et les grandes écoles, en tout cas, je dirais celles qui ont pignon sur rue et qui sont, je dirais, hein, qui sont les plus attractives, elles ont bien entendu aussi développé une activité de recherche sur laquelle elles appuient leurs enseignements. Donc, ce qui fait dire que potentiellement il peut y avoir concurrence, hein, parce que finalement aujourd'hui, je dirais comment dire, le contenu même de la formation et de l'identité des établissements n'est pas, voilà, n'est pas si différent que cela. Ce qui explique d'ailleurs qu'il peut y avoir soit concurrence, soit effectivement possibilité hein, d'intégrer je dirais, dans l'université justement, hein, ces grandes écoles. Et c'est pour moi... Enfin, si vous me demandez voilà, l'avenir, je pense que l'avenir, il est là. Hein, il est effectivement dans la poursuite de l'intégration hein, dans l'université, justement, ben, de ces grandes écoles. On l'a fait d'ailleurs pour les écoles, les anciennes écoles normales, hein, voilà, via les UFM, aujourd'hui INSPE, intégrés à l'université. Et bon, à l'université Clermont-Auvergne, on l'a fait aussi tout récemment en 2021 en intégrant l'Institut national polytechnique, donc les 3 écoles d'ingénieurs de Clermont, hein, au sein de l'université Clermont-Auvergne. Donc ça, cette dualité, voilà, je pense qu'aujourd'hui, elle n'a plus beaucoup de sens et je pense qu'il est important hein, de pouvoir être dans une démarche intégrative. Alors, sur la question de fond aussi, hein, sur la place de la recherche, elle est bien sûr essentielle. Elle est essentielle, je pense vraiment... pour 2 raisons, et c'est pour ça d'ailleurs que nos enseignants, hein, pour les 3/4 d'entre eux, sont des enseignants-chercheurs, hein, c'est-à-dire qu'ils font aussi de la recherche. Je dirais la place de la recherche, elle est importante, d'une part, dans la construction hein, des connaissances que l'on transmet à nos étudiants. Hein, c'est-à-dire que, quand même, le rôle de l'université, c'est de transmettre aux étudiants des connaissances, des contenus qui soient les plus actuels possibles hein, en termes d'avancée de la recherche. Et parce que c'est effectivement, et c'est d'ailleurs aussi parce que c'est cela qui garantit également, je pense, la qualité hein, y compris professionnelle, hein, des étudiants que l'on forme, hein, qui effectivement d'être rompus, on va dire, voilà, aux savoirs hein, les plus actuels, aux techniques les plus actuelles. Bon. Donc il y a effectivement ce premier élément-là qui est important. Hein. Et puis la deuxième fonction de la recherche, hein, c'est, je dirais, au sein de l'université, y compris en lien avec la formation, c'est le fait hein, que c'est également par la recherche que l'on forme nos étudiants. En tout cas, les étudiants les plus aux cycles les plus avancés hein, de l'enseignement, et notamment dans les cycles master et doctorat. Et là encore, ça renvoie à cette fonction presque originelle de l'université, hein, qui est effectivement ce que j'évoquais, hein, c'est-à-dire un mode de transmission qui n'est pas seulement un mode vertical, mais qui, justement, est un mode de transmission et de formation qui s'effectue aussi par l'action, finalement. C'est-à-dire que c'est en faisant de l'étudiant aussi
un chercheur ou un apprenti chercheur qui construit finalement son propre rapport au savoir et sa propre capacité ensuite à actualiser son savoir, y compris quand il sera sorti de l'université. Donc je pense que la recherche, elle est aussi au cœur de la pédagogie finalement que l'on dispense à l'université. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans la salle, mais je vais quand même d'abord donner la parole à Étienne Oldenhoff. Merci. Écoutez, je n'ai pas vraiment une question, mais je voulais vous remercier parce que je trouve que ce que vous avez amené est tout à fait passionnant et quelque chose auquel moi j'ai été sensible dans votre façon de présenter les choses, c'était la dimension politique de l'université. Quelque part, discrètement, vous en avez parlé, à la fois évidemment en décrivant l'histoire de l'université. C'est quand même une institution qui a toute son importance dans la cité, dans l'organisation de la cité, etc. Et encore aujourd'hui, puisque vous insistez sur ce côté à la fois républicain, démocratique, ces dimensions-là, que l'université, une des fonctions aussi de l'université. Je vous remercie, je trouve ça tout à fait passionnant. Voilà, je cède la parole aux universitaires. Deux questions dans la salle, déjà Alain Irali et Jean-Pierre Lebrun peut-être en premier. D'accord. Excuse-moi. C'est moi d'abord, je peux y aller. Merci beaucoup, monsieur, parce que j'ai aussi trouvé passionnant votre déploiement. Je vais me permettre une question abrupte, je m'en excuse d'avance, parce que je vais caricaturer, évidemment. Mais ma question est tout simplement celle-ci. Comment rendez-vous compte de ce qu'à l'université aujourd'hui, dans beaucoup d'universités, les études de genre ont pris une telle extension, alors qu'ils diffusent quelque chose ils disent clairement que c'est anti-universel. Et vous rappelez à juste titre la dimension universalisante qui est à rappeler. Donc je me demande comment expliquez-vous que tout à coup, dans les universités, s'enseigne quelque chose vis-à-vis duquel on peut en tout cas largement discuter, mais qu'on n'en a pas l'occasion là-bas. Comment expliquez-vous ça, si vous pouvez en rendre compte ? Ah oui, sans problème. Alors, comme vous le dites, effectivement, alors, je suis pas sûr effectivement que les études de genre, soient, je dirais, soient au cœur de l'ensemble des programmes de formation. Mais je pense que en tout cas, moi, je vois la manière dont elles sont effectivement, dont elles peuvent être enseignées au niveau de l'université. Il s'agit quand même d'un élément important, en tout cas d'une réflexion, parce qu'effectivement, ce qui peuvent effectivement être débattus, mais elles se nourrissent quand même de la réflexion sur la manière dont justement ce qu'on appelle les stéréotypes de genre peuvent aussi provoquer en termes d'inégalité, tout simplement, y compris d'ailleurs d'inégalité, je dirais, d'accès dans un certain nombre de filières. Quand vous voyez aujourd'hui qu'on a seulement 10% des étudiants dans les filières informatiques qui sont des étudiantes, mais que par contre 80% des étudiants dans le secteur de la santé et du soin sont des étudiantes, des filles, on voit bien qu'il y a quand même... Voilà, alors après on peut appeler, après le mot genre parfois crisp, mais qu'il y a malgré tout des images, des représentations, des cultures qui sont effectivement liées au sexe, homme-femme, qu'il est important d'analyser et de déconstruire et de penser justement pour aussi travailler sur des modèles qui soient plus intégratifs, plus égalitaire aussi et plus démocratique. Donc je pense que c'est il est important mais par contre là où je peux vous rejoindre, c'est qu'il est important effectivement de travailler sur ces questions-là de façon scientifique et pas de façon idéologique. On est bien d'accord, mais qu'il y ait effectivement des inégalités de genre ou de sexe, c'est une réalité. Que ces inégalités se nourrissent de représentations d'éléments de culture et de mentalité, c'est une évidence, puisqu'on voit bien effectivement que alors que la loi, en quelque sorte, je dirais, va dans le sens, depuis maintenant quand même 40 ou 50 ans, dans le sens d'une parité, d'une égalité, on n'est toujours pas dans une situation qui soit égalitaire. Donc c'est effectivement qu'il y a des choses qui se jouent dans les constructions intellectuelles. Donc je pense que ça, c'est des éléments importants. Après, je pense qu'il est important de les aborder, et je crois que c'est ce que nous faisons. On a des labos qui sont très en pointe sur ces sujets-là, à l'Université Clermont-Ferrand. Il faut le faire avec une approche qui soit scientifique et qui permette ensuite, effectivement, de construire des actions qui sont des actions, à mon avis, qui relèvent pleinement, qui sont en cohérence avec, je dirais, une vision qui est démocratique et universaliste.